Bonjour tout le monde, je vous laisse une petite minute pour vous rasseoir, vous rafraîchir, tout ça. Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle table ronde, bien cuisinée, bien mangée, une charge féminine. Alors, le point d'interrogation, hein, on pose la question, on a un peu déjà la réponse quand même. Donc moi je suis Nora Boisoni, je suis journaliste et autrice, notamment sur le genre et l'alimentation. Donc vous voyez, je suis avec Séverine Gaujard qui est là-bas. Bonjour Séverine. Sociologue, directrice de recherche à l'INRAE, Centre Maurice Halbach, Paris. Angèle Fouquet, qui est ici. Bonjour Angèle, docteur en sociologie. Je ne vais pas vous lire à chaque fois parce que les gens savent lire, mais quand même c'est intéressant de le dire à l'oral. Docteur en sociologie, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, lycée Charles de Gaulle à Caen. Et Ariane Grumbach, bonjour Ariane, diététicienne nutritionniste à Paris. Alors, bon, on est la dernière plénière, c'est ça. Donc, beaucoup de choses ont déjà été dites sur le genre, sur les femmes, sur les cuisines, sur l'alimentation. Mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui n'ont pas été rappelés. Alors, déjà, bien cuisiner, bien manger, nous, on va parler notamment, surtout, de la cuisine domestique. Posons les termes du débat. Pourquoi la cuisine domestique ? Eh bien, je vais vous assommer de chiffres parce que quand on ne donne pas de chiffres et qu'on parle de genre, on peut nous accuser d'idéologie ou des choses comme ça. Bon, même quand on donne des chiffres, on peut nous accuser aussi de ça, mais maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne les connaissez pas. Donc, les chiffres officiels, hein, c'est l'INSEE. C'est pas moi, l'INSEE. Le temps hebdomadaire moyen de travail domestique d'une femme en couple hétéro avec enfant est de 34 heures, ce qui est comparable au temps moyen de travail rémunéré d'un homme, 33 heures. Le temps moyen consacré à la cuisine, alors on rappelle dans les couples hétérosexuels en France, c'est à 80% du temps les femmes qui s'occupent de la cuisine. Hein. Voilà, c'est un chiffre assez énorme. Le temps moyen consacré à la cuisine chez les personnes en couple avec ou sans enfants, alors il n'y a pas d'études qui ont été faites pour les personnes en couple homosexuel par exemple, donc on citera les couples hétérosexuels. Donc le temps moyen consacré à la cuisine pour les femmes, c'est 1 heure, entre 50 minutes et 1 heure, et pour les hommes, c'est entre 15 et 18 minutes. Voilà. Et alors, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y a quand même un chiffre qui est assez incroyable. Moi, à chaque fois que je le lis, je m'en étonne, mais bon, suis-je si étonnée que ça? Pas tellement. La durée des tâches domestiques a diminué de 20% en 25 ans pour les femmes, mais le temps que les hommes y consacrent n'a pas évolué. Voilà, j'aime beaucoup ces rires. Ouais, on rit un peu, on est un peu genre « Ah, c'est drôle, mais c'est pas si drôle en fait ». Donc, pour les femmes, pour vous dire, il y a eu moins 19 minutes entre 86 et 2010. Moins 19 minutes, et pour les hommes, il y a eu 1 minute de plus. Voilà, donc on peut se dire, mais dis donc, comment ça se fait que les femmes, elles en font moins et les hommes, ils en font pas plus? Alors, moi, quand j'avais écrit mes premiers livres, je me suis dit, bah, c'est forcément qu'il y a l'électroménager, le micro-ondes, etc. On se dit, bon, il y a une part, effectivement, il y a une part électroménager, le meilleur équipement des ménages en électroménager. Il y a aussi l'achat et livraison des plats cuisinés qui concernent quand même les plus privilégiés des couples et des femmes. Mais en fait, la raison qui fait que les femmes en font un peu moins à la maison et les hommes pas plus, c'est que les femmes, bah, elles travaillent en fait. Donc, vie active, femmes, alors on sait que les femmes ont les emplois à mi-temps plus que les hommes, mais elles sont quand même en dehors de la maison. Ce qui veut dire que quand les femmes sont parties travailler à l'extérieur pour un travail rémunéré, les hommes ne se sont pas dit on va remettre les choses à plat et on va rééquilibrer les tâches domestiques. Non, 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 tu vas me faire une double journée, une triple journée, c'est pareil. Le travail domestique, dernier chiffre, après je vous laisse tranquille, s'il était rémunéré, représenterait une production de richesse évaluée à 635 milliards d'euros, soit 33% du PIB français. Qu'est-ce que c'est ce PIB? C'est aussi la part de PIB des dépenses sociales. Voilà. Les femmes, donc, quand elles travaillent à la cuisine, je vous apprends rien, hein, le quotidien, c'est dévalorisé, c'est pas très valorisant, c'est encore moins rémunéré. Les hommes vont plus en couple hétéro se situer sur une cuisine exceptionnelle. Par exemple, le week-end, qu'est-ce qu'on fait quand il fait beau? Le barbecue. Voilà. Petite anecdote personnelle, hein, mon père, qui adore faire le barbecue à la maison, m'a dit, alors il a eu 2 filles et il a une femme, mes parents sont toujours ensemble, et un jour il a dit, mais comment vous allez faire le jour où je serai plus là? Et je lui ai dit, mais de quoi? Comment ça?
Bah pour le barbecue, bon, on a éclaté de rire. Mon père se fait quand même nourrir depuis 35 ans par ma mère tous les jours. Donc je pense que faire une chipolata au barbecue, c'est quand même pas très compliqué. Donc cette cuisine exceptionnelle, elle est valorisée. Comme vous disiez, le week-end, on a le temps. On peut aller faire le marché, on peut avoir le temps de trouver une recette. Donc c'est une cuisine plus du plaisir que de la tâche. C'est moins ingrat. Et puis c'est quand on reçoit aussi. Les hommes aiment bien quand on reçoit, ils font la cuisine, tout le monde dit « Oh là là, Michel, ce gigot était incroyable !» Et il y a Micheline qui n'est pas très contente à côté quand même, qu'on lui dise jamais rien tous les jours. Versus la cuisine professionnelle, on ne va pas la refaire, vous avez entendu tout ce qu'on a pu dire sur le sujet. Les hommes en cuisine rémunérée, les femmes en cuisine domestique non rémunérée. Mais on va aujourd'hui s'intéresser à toutes les charges possibles. Et c'est ça avec Séverine, quand on a préparé cette table ronde, qui nous a intéressés, c'est de dresser une espèce de liste de toutes les charges qui repose sur les épaules des femmes, principalement, majoritairement en France, aujourd'hui encore, et pas qu'en France. Donc on va parler avec Ariane de la charge diététique, santé. On va parler avec Angèle de la charge mentale, notamment. Et on va parler avec Séverine de la charge maternelle. Parmi les sujets qu'on va aborder, avant de donner la parole à Séverine en premier, on va... Oui, pardon, oui, je suis dans l'autre sens, absolument. Ariane en premier, on va parler de l'imposition des normes qui ciblent les femmes, que ce soit les normes nutritionnelles, les injonctions au corps, la pression, les dictats sociaux sur le corps, injonctions à la minceur, etc. Les connaissances, les prérequis de compétences culinaires. Je ne vous spoil pas, je vous fais juste un petit avant-goût, je fais un peu de teasing. Les normes de genre, etc. Pourquoi ça ne s'impose pas aux hommes et on va parler aussi de la mise en scène dans les médias, de toute cette charge. On va parler aussi de la résistance. Et je m'assois pour laisser la parole à Ariane. Alors Ariane, donc bien manger, c'est aussi bien faire à manger. Je crois que tous vos micros sont ouverts ou pas? On peut faire un petit test micro, comme ça au moins on est sûr. Bonjour. Hop. Oui. Est-ce que Angèle, c'est bon? Bonjour. Ah. Séverine? Moi, ça marche? Ouais, moi, ça marche. On te donnera un autre micro, Angèle, s'il y a un problème. Donc, Ariane, voilà, donc bien manger, mais aussi bien faire à manger. On peut peut-être parler du prérequis, des normes, etc. Je te laisse nous expliquer tout là-dessus. Mais effectivement, alors je crois que c'est un sujet qui est très complexe, parce qu'en fait, alors, ça c'est au carrefour effectivement de la diététique et des sujets dont on a déjà parlé hier, de minceur, de contrôle du corps, de la santé, est venu se rajouter en plus maintenant, et je crois que ça a été étudié que c'était plus une charge féminine, comment on prend soin de la planète aussi, et des aspects écologiques, et toute une charge domestique. Et en fait, je me suis dit que finalement, pour clarifier les choses, moi j'aimerais bien revenir un petit peu aux différentes étapes de la vie d'une femme, en essayant d'aller assez vite, parce que en fait, c'est pas du tout pareil selon les périodes et comment se créent les contraintes. En fait, quand une petite fille, déjà, comme tu l'as dit, elle a pas forcément, ça a été dit tout à l'heure, pas forcément de transmission culinaire par sa mère. Des fois parce que la mère ne sait pas. Il y a des mères qui font que des surgelés, ça on me le raconte. Il y a des mères qui ne veulent pas que leurs filles apprennent à faire la cuisine. Il y a des filles qui n'ont pas envie. Et à la limite, j'ai l'impression que se transmet beaucoup plus la norme de minceur que la transmission culinaire. Et donc, il y a beaucoup de mères qui mettent une pression sur leurs filles. Alors, consciente ou pas, c'est-à-dire que ça peut être soit la mère qui elle-même se met déjà énormément de pression de contrôler son corps, soit qui dit tout de suite à sa fille de faire attention. Donc des fois, ça peut arriver dès l'enfance qu'on dise à la petite fille de faire attention. Et donc ça crée déjà tout de suite en fait ce qui est incroyable en fait, c'est que on perd très tôt la tranquillité par rapport à la nourriture. Et donc si ça se passe pas dans l'enfance, je crois que ça avait été un petit peu évoqué hier, ça va se passer dans l'adolescence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a des formes, tout à coup on s'inquiète un petit peu de ce corps qui change. C'est une période très compliquée. Et là, on va tout de suite avoir la pression de la société, la pression de l'environnement à faire attention, à pas trop grossir, à les parents qui acceptent éventuellement pas que le corps de leur fille change. Je veux dire qu'il y a une espèce de perte d'innocence. Il y a une perte d'innocence, rapide, mais qui peut être très rare. Alors, qui peut arriver à maintenant à 6-7 ans. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien avoir conscience qu'il y a une telle obsession de la minceur dans la société qu'à l'école, ça a été étudié. Déjà, dès 6-7 ans, la référence, c'est la petite fille la plus mince, la brindille, quoi. Et même si on est absolument normal, mince, on veut ressembler à la brindille. Et ça arrive extrêmement tôt. Mais pas toujours. Mais si ce n'est pas arrivé, ça va arriver à l'adolescence. Et il va y avoir une pression. Alors, mais quand même, on observe qu'après...
Je dirais le moment, à la limite, qu'on me raconte souvent comme étant le moment un peu le plus libre et le plus insouciant, c'est quand on est étudiante. Tout à coup, on se libère de la famille, et de la famille des fois, et de la façon de manger de la famille. Alors, des fois, ça peut être le lâchage complet, c'est-à-dire si on était dans une famille où c'était interdit de manger des bonbons, des gâteaux, des chips, etc., on va se précipiter sur ça, mais c'est souvent quand même un moment insouciant au sens où l'alimentation va passer au second plan. Alors, pour c'est le bien ou le mal, on va pas juger, mais c'est une période souvent où c'est pas une préoccupation, et peut-être que c'est une période où beaucoup de jeunes filles vont être le mieux dans leur corps. Alors peut-être parce que elles commencent à séduire, donc du coup ça les rassure un petit peu sur leur corps, et puis il y a une liberté parce qu'il n'y a pas à se soucier ni des parents ni d'avoir des enfants. Une première étape qui est très compliquée par rapport à la question du genre, c'est quand on se met en couple. Souvent aussi le moment Angèle nous en parlera. Et souvent aussi le moment où on se met à travailler. Donc vous parlerez sûrement de la charge mentale, mais cette charge mentale, elle est très liée aussi à tout ce qu'on a intégré de croyances sur ce que c'est le bien manger. C'est-à-dire qu'il y a tellement de croyances, enfin pas forcément justifiées, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour rester mince ou pour être mince, qu'est-ce que c'est pour... Il y a souvent plus une confusion du poids et de la santé. Et donc, il faut manger 5 fruits et légumes, il faut bien manger, il faut manger varié, il ne faut pas manger trop de viande. Et donc, il y a tout un tas de choses qui du coup, vont rentrer en compte dans la vie de couple. Et alors, parfois, aller jusqu'au fait que les deux personnes ne mangent pas la même chose, mais aussi, ça va créer beaucoup de culpabilité, c'est-à-dire... des fois, on va avoir du mal à déléguer à l'homme. Alors, il y a les hommes qui veulent pas, les hommes qui font le week-end, ça c'est une réalité. Les hommes qui font que pour le plaisir. Mais des fois, on se dit aussi, moi, ce qu'on me raconte, c'est oui, mais lui, il va encore faire des pâtes, ou lui, on va manger trop gras, ou si c'est lui qui cuisine, ou des fois, on dit j'aimerais bien déléguer, mais il va commander des sushis. En fait, toute l'idée que si c'est l'homme qui s'en occupe, on va mal manger par rapport aux injonctions et aux croyances qu'on a intégrées. Donc, du coup, ça crée à la fois beaucoup de pression et de culpabilité, finalement, de mal manger. On se rajoute une charge, en fait. On se rajoute une charge parce que, quand même, il y a énormément de femmes qui travaillent. Donc, finalement, elles travaillent autant que les hommes. Elles n'ont pas plus de temps libre. Et, alors, je pense qu'Angèle m'en parlait, mais en termes de charge mentale, il n'y a pas que le temps passé en cuisine. Il y a le fait en amont de dire qu'est-ce qu'on va manger. Et ça, même si on arrive à déléguer à l'homme de cuisiner, le qu'est-ce qu'on va manger, c'est la femme quasiment toujours qui s'en occupe et qui a cette charge-là. Alors attends, parce que si c'est elle qui a cette charge, c'est bien qu'on a d'un côté un prérequis de compétences. On présume que les femmes ont ces compétences-là culinaires et santé, et que les hommes, on a un a priori d'incompétence culinaire, non ? Alors, effectivement, en fait, il y a un prérequis qui est souvent un peu déconnecté de la réalité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui vont raconter qu'en fait, elles cuisinent basiquement, c'est-à-dire elles savent cuire un steak, elles savent cuire des légumes à la vapeur, elles ne savent pas forcément faire bon. Donc du coup, ça va en plus créer ça peut créer des fois des conflits dans le couple, parce que justement, par exemple, manger des légumes, la femme va dire je vais faire des légumes, mais comme elle ne sait pas bien les cuisiner, l'homme va dire je préfère manger autre chose finalement. Donc la femme va se créer cette charge, mais elle n'a pas forcément le savoir-faire elle a plus un savoir-faire de comment il faudrait manger, mais pas forcément du côté plaisir et saveur. Toi, tu le vois dans ton cabinet qu'il y a des femmes... Parce que je voudrais juste revenir aussi sur un truc que tu disais avant, qui a un lien avec ça. Tu disais qu'il y a l'idée de comment à la fois bien manger, en tout cas que ce soit des stéréotypes qu'on peut avoir sur c'est quoi la manière de bien manger, même si ça ne veut pas dire grand-chose, bien manger, on le sait. Mais une injonction à la minceur aussi. Est-ce que toi, tu le vois dans ton cabinet, des femmes qui, en fait, découvrent que les deux sont pas forcément liés. Enfin, tu vois qu'il n'y a pas ce lien-là. Oui, alors moi je fais beaucoup expérimenter, c'est-à-dire que des fois je leur donne des recettes, je leur conseille des livres, je leur indique des blogs de cuisine pour se rendre compte que par exemple que c'est pas mal de manger des féculents le soir ou que les légumes ça peut être bon. Donc ça passe beaucoup par l'expérience et le fait petit à petit d'acquérir un répertoire culinaire et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut dans ce cas-là déléguer aussi peut-être un petit peu à l'homme, c'est-à-dire se rassurer sur le fait que si l'homme met un peu de matière grasse, c'est pas grave et ça va pas forcément faire grossir. Mais donc il y a toute cette culpabilité. Et donc cette préoccupation de la minceur, elle est très très présente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une intégration de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal.
dans le fait de manger. Mais il y a un basculement au moment où on a des enfants. C'est-à-dire que même si la femme, elle était très très préoccupée de bien manger pour elle, ça va passer, enfin moi dans ce que j'observe en tout cas, complètement au second plan quand on a des enfants. Et là, la priorité, c'est vraiment bien nourrir les enfants. Et j'ai déjà vu des femmes qui me racontent, mais alors soit, par exemple, il y a la nounou qui elle va faire une liste de courses pour la nounou, pour que la nounou cuisine pour les enfants. Et je dis, mais vous avez acheté en double pour vous aussi? Ah ben non. Et en fait, les enfants, ils ont mangé, il n'y a plus rien dans le frigo pour les parents. Ou la femme qui va se mettre une pression de dingue pour cuisiner des tas de purées pour le bébé ou le petit enfant, et puis qui va plus du tout s'occuper finalement de ce que mangent les parents. Donc ça devient tellement une charge de travail de faire à manger pour les enfants, parce que là il y a vraiment là une culpabilité encore plus grande sur le rôle nourricier, comment bien nourrir les enfants, que finalement la femme elle va à ce moment-là peut-être s'oublier elle. Elle nous parlera de cette charge maternelle. Je voulais qu'on revienne sur le côté diététique, prérequis de compétences, pardon. Dans les chiffres qu'on peut lire, notamment l'étude INCA 3, on lit que les hommes en France sont tout autant au courant des règles, du bien manger, entre guillemets, tous les messages sanitaires qui peuvent passer, ce qu'il faudrait moins manger et plus manger les légumineuses, en tout cas qui sont au courant de ça, mais qui ne les appliquent pas. Alors moi, j'ai aucune prétention scientifique, puisque moi, ce n'est que mon expérience, donc elle n'est pas du tout statistique. Moi, je vois à la fois ce que me racontent les femmes de leurs conjoints et ce que je vois des hommes que je vois, c'est qu'ils sont quand même... Les femmes, elles ont quasiment toutes un savoir nutritionnel. Et pourquoi ? À cause de la préoccupation de la minceur. C'est-à-dire que, comme elles veulent contrôler leur corps, elles intègrent très vite, alors souvent par la transmission familiale ou par la découverte personnelle. C'est le nombre de personnes qui ont fait Weight Watchers avec leur mère, par exemple. Donc elles intègrent très vite de comment il faut manger, alors que les hommes, ça les intéresse moins. Il y a aussi le fait, si on revient un peu à l'enfance, que finalement, les parents, quand ils sont fatigués, ils ont travaillé, ils rentrent le soir, obliger les enfants à manger des légumes, s'énerver à table, se stresser, on ne va pas forcément s'en occuper. Donc finalement, peut-être que... Alors, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais un garçon qui mange que des pâtes et des pommes de terre, finalement, il va peut-être continuer, alors qu'une fille, il y a un moment donné quand même dans sa vie où probablement elle va se dire qu'il faut manger des légumes. Donc elle va intégrer tout un savoir nutritionnel. Alors moi, j'ai l'impression quand même que les hommes, bien sûr qu'ils entendent les messages, mais ils ne savent pas trop. Enfin, il y a quand même encore des hommes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les catégories d'aliments. La pomme de terre, c'est un légume. Enfin, il y en a quand même encore qui n'ont pas du tout de savoir nutritionnel. Et c'est pas mal d'ailleurs, hein, de pas du tout savoir qu'est-ce que c'est une bonne alimentation. Donc ça existe encore. Après, il y en a qui ne veulent pas, c'est-à-dire que il y a le niveau de savoir, et puis après, il y a vouloir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'idée que ce qui est bon, c'est ce qui est gras, ce qui est frit, c'est les kebabs, les pizzas, les burgers, et qu'il n'y a que ça qui est bon. Et ça existe aussi chez les femmes, mais c'est sans doute plus, sans vouloir caricaturer, c'est sans doute plus présent chez les hommes. C'est sans doute aussi parce que y a une espèce de chose qui s'impose à certains hommes, ou en tout cas qu'on leur dit, c'est qu'il y aura toujours une femme pour s'occuper de toute façon, et qu'il y aura ces savoirs-là qui leur servira à ça. Pour revenir juste rapidement, puisque les chiffres sont là sur le moment où les régimes de genre diffèrent, on le sait, c'est statistique, encore l'étude INCA 3, on le sait sur une cohorte gigantesque en France. L'alimentation des enfants est la même, les petites filles et petits garçons mangent pareil, et à l'adolescence, c'est là où on a les consommations qui resteront les mêmes à l'âge adulte. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme tu dis, à l'adolescence, ces injonctions à la minceur, ce moment où on fait attention, où en fait on est au régime, où on met notre fille au régime. Sur la santé, avant de passer la parole à Angèle, est-ce que justement les hommes, ils vont être sans arrêt à la charge des femmes ? Est-ce qu'il y a des moments où ils commencent quand même à s'occuper de cet aspect de santé pour eux-mêmes déjà ? Alors, je crois on est là pour parler de la cuisine domestique, donc je pense que les hommes, beaucoup d'hommes, surtout les plus jeunes générations,
vont plus prendre ça en charge. On le voit plutôt dans la consommation extérieure, c'est-à-dire que, par exemple, une marque comme Cogent a vu petit à petit, au début c'était que des femmes qui allaient chez Cogent, petit à petit il y a plus d'hommes qui sont allés. Donc dans la consommation extérieure, ils vont être plus préoccupés de bien manger, de là à faire la cuisine. C'est un pas qu'ils ne franchissent pas forcément. Alors si par exemple j'ai un exemple, c'est pour ça qu'il y a peut-être quand même une question de génération. J'ai une patiente qui doit avoir, je pense, une trentaine d'années. Elle me racontait que son conjoint, donc elle avait du mal à le convaincre de bien manger et tout. Lui, il a eu des problèmes digestifs. Donc il a voulu changer son alimentation par rapport à ça, arrêter le gluten, cuisiner différemment et tout. Et donc ils se sont mis à cuisiner à deux. Et là, il y a vraiment eu un changement d'alimentation. C'est-à-dire que quand il arrive à avoir comme ça une conjonction d'intérêt à bien manger, là, ça peut fonctionner. Mais c'est rarement l'homme qui va être leader. Et il va être quand même plus critique. Et c'est pas si rare quand même que il mange différemment, c'est-à-dire que lui va vouloir manger effectivement un truc gras, etc. Moi, je veux pas. Alors, souvent pour des idées de minceur, mais parfois pour des idées de goût. Donc moi, je vais manger ma salade dans mon coin, mais j'ai quand même envie de ces pâtes, donc je vais prendre un peu de ces pâtes. Parce qu'il y a une question de goût. C'est vrai, on était là pour la première table ronde sur le goût, enfin pas la première, la deuxième ou troisième, sur y a-t-il un goût féminin. On a aussi cette idée que, et ça, l'agroalimentaire, le marketing le martèle et le sait très bien dans les études qu'ils peuvent faire marketing, les hommes sont pas prêts à lâcher le goût pour des bénéfices santé, des bénéfices minceur. On le sait, ça joue énormément, donc les hommes seraient les garants du bon goût dans le sens ce qui goûte bon, et aussi des a priori sur d'autres aliments. Les lentilles, c'est pas gourmand, le véganisme, c'est pas gourmand, s'il n'y a pas de matière grasse, que ce soit du beurre, c'est dégueu, quoi. J'ai quand même l'impression sur la question de la viande que les hommes y viennent aussi, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu des couples, mais je vois bien que c'est souvent la femme qui va petit à petit vouloir manger moins de viande, mais comme justement c'est elle qui cuisine, elle va réussir quand même dans pas mal de cas à imposer ça, pas forcément toujours, mais à imposer ça quand même à l'homme qui au début va râler, et puis finalement s'il y a quand même un peu de curiosité, va s'y mettre. Je voudrais juste donner un dernier exemple, justement par rapport à la pression du rôle nourricier en cas de divorce et de garde alternée. Alors il y a effectivement ce cas que très souvent on mange mal entre guillemets chez le père, mais la mère dans la semaine où elle est toute seule, justement, elle ressent tellement la corvée de bien nourrir ses enfants, donc qu'elle continue quand elle a ses enfants, mais la semaine où elle est toute seule, là elle se lâche. C'est-à-dire que là c'est le retour de la liberté. L'étudiante revient, quoi. Et voilà, l'étudiante revient et mange un petit peu n'importe comment parce qu'elle n'a pas envie de se mettre des contraintes. Alors justement, on parlait du divorce. Avant le divorce, il y a la mise en couple. Notamment la mise en couple cohabitation, qui est quand même la forme la plus répandue du couple aujourd'hui. Angèle, qu'est-ce que cette mise en couple cohabitante, femme-homme, effectivement, là on s'intéresse aussi aux couples hétérosexuels, qu'est-ce que ça fait à la cuisine pour soi ou pour les autres? Oui, alors, c'est bon, ça fonctionne? Oui. Oui, en effet, juste pour resituer, moi du coup, je travaille en particulier sur les jeunes adultes qui s'installent pour la première fois en cohabitation conjugale. Donc avec vraiment cette idée de, voilà, on parlait des débuts adultes, de l'adolescence, et ensuite, quand il y a la première cohabitation, la première vie en couple, qu'est-ce qui se passe dans la rencontre alimentaire? Qu'est-ce qui se passe à la fois en termes de contenu, en termes de prise en charge des tâches alimentaires? Déjà, je ne sais pas si je peux réagir un peu à ce qui a été dit avant, peut-être en reprenant. En effet, je pense que le début du couple est une période assez intéressante parce qu'il va y avoir à la fois un moment de relâchement, de libération. Ça se passe aussi chez des étudiants souvent, de libération par rapport aux normes parentales et des normes qui renvoient souvent aux normes nutritionnelles publiques. Moi, j'ai beaucoup d'enquêtés qui insistent sur leurs parents, souvent la mère qui représentait le bien manger, il fallait faire des efforts, il fallait pas mettre trop de gras, il fallait manger des légumes, etc. Et qui du coup se libèrent à ce moment-là. Les femmes comme les hommes d'ailleurs, et c'est intéressant parce que le couple quand il est formé relativement jeune, entre 20 et 30 ans, est encore dans cette dynamique-là des fois, donc ça peut conduire par exemple certaines femmes à au contraire accentuer leur lâcher-prise, le fait de rencontrer un partenaire qui en général mange moins bien entre guillemets qu'elle d'un point de vue diététique. Et en même temps, avec le couple va débarquer l'ensemble de ces normes va falloir manger ensemble.
l'alimentation revient davantage sous le regard de l'autre. Tous les repas qu'auparavant on pouvait prendre seul, même s'il y a plein de repas bien sûr aussi en commun avec des amis, mais tous les repas un peu quotidiens du soir qu'on pouvait prendre seul se retrouvent des repas observés par l'autre. Donc en fait j'ai l'impression qu'il y a aussi cette charge de normes nutritionnelles qui va revenir progressivement par le biais du couple aussi, avec des enquêtés qui du coup se reviennent à ces enjeux pour les hommes comme pour les femmes de mince, finalement mes parents ils faisaient ça comme ça, on pourrait peut-être mettre ça en place, remettre des normes en place, davantage de normes diététiques ou nutritionnelles. Est-ce que sur ces constats-là, tu as des différences selon les catégories socio-professionnelles ou est-ce que c'est observé un peu dans toutes les catégories ? Oui, alors, donc faut préciser, moi j'avais des enquêtés qui étaient quand même beaucoup catégorie supérieure, mais j'ai quand même quelques enquêtés qui sont de catégorie plus populaire. Alors sur les normes, ce retour des normes nutritionnelles, je pense qu'il est conjoint à tous. Par contre, après, ça va plutôt être dans la répartition des tâches, la prise en charge de la gestion alimentaire, que j'ai l'impression que les couples de catégorie davantage supérieure, en fait, les femmes vont peut-être davantage résister, chercher à davantage répartir les tâches, quitte éventuellement, et ça on pourrait y revenir, je trouve ça très intéressant, à mettre en place des stratégies de résistance par la séparation des alimentations. En disant, moi j'ai ces contraintes diététiques, souvent liées au corps, liées aux enjeux corporels, comme ça a été très bien dit. Tu ne veux pas faire autant d'efforts ou tu ne veux pas autant prendre en charge que moi le fait qu'on mange de façon diététique, entre autres pour surveiller notre poids, dans ces cas-là, on ne mangera pas ensemble. Ou en tout cas, chacun gérera un peu de son côté. Voilà. Et ça, je l'observe, c'est aussi une question de dynamique. Il y a le début du couple où il y a beaucoup plus d'efforts qui sont faits. C'est la passion, quoi. On met tout en commun, on fait tout ensemble, on fusionne. Moi, j'ai l'impression quand même, alors forcément les personnes qui viennent me voir, elles sont pas représentatives, mais que ça tient pas très longtemps quand même, la double alimentation ou le fait de faire des efforts alors que l'autre mange comme il veut. Ça tient ça ? Moi, ce que j'ai vu en tout cas, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire, au début, on fait des concessions parce qu'on vient de se rencontrer, on est en train de se découvrir dans l'alimentation. Il y a justement des femmes qui vont relâcher prise, en se disant waouh, il m'apporte ce côté détente, plaisir alimentaire, à l'inverse des hommes qui vont dire bon, les kebabs tous les soirs c'est terminé, je vais essayer de cuisiner davantage, et que c'est plutôt au fur et à mesure en fait, j'ai plutôt des divergences des fois dans certains couples, largement pas la majorité, mais certains couples qui vont au fur et à mesure tendre vers davantage de séparation des alimentations. Quand en fait, au bout d'un certain temps de cohabitation, des fois au bout de... parce qu'il y a eu des décohabitations partielles, donc c'est aussi l'occasion de se rendre compte, j'ai une enquêtée comme ça, ils ont habité ensemble à peu près 1 an, ensuite elle est repartie pour des questions d'études, et ils ont réhabité ensemble 1 an plus tard, donc il y a eu 1 an de séparation, et en fait ça lui a fait prendre énormément de recul. Et elle s'est dit, ça suffit en fait, j'ai pas envie de manger ni comme tu manges, et j'ai pas envie non plus de prendre en charge pour tous les deux. Et du coup, elle a dit à partir de là, voilà, on va manger plus ou moins séparément, en tout cas on fera chacun nos achats, ils y vont. C'est ça qui est très drôle, c'est que pour maintenir quand même cette norme de manger ensemble, ils insistent beaucoup sur le fait de par contre prendre les repas en même temps, et puis ils font les courses ensemble. Donc ils y vont ensemble, mais par contre ils se séparent, ils laissent le caddie, ils vont chacun dans un rayon différent. J'ai pu les accompagner, j'ai observé ça. Et elle va au rayon diététique ou bio acheter ses gerblés, il va de son côté acheter des chocs à pic. Ils se retrouvent ensuite au caddie avec chacun leurs aliments qu'ils vont consommer en fait en même temps, mais séparément. Et elle lui pique des chocs à pic en cachette peut-être le soir. On imagine bien que ça arrive également. Des gerblés. Voilà. Et à l'inverse, je pense qu'il consomme aussi une partie de ses gerblés. Mais voilà, je sais plus. On parlait des catégories socio-professionnelles aussi, oui. Mais si tu avais d'autres éléments avant. Peut-être pour finir sur les catégories, ce qui est intéressant aussi, alors très clairement, le seul couple où il y a une prise en charge totale de l'alimentation, de la gestion alimentaire par la femme, c'est un couple de catégorie plus populaire. Où là, il y a vraiment ils ont tous les deux un discours
Je crois qu'elle m'a même dit c'est un mec, donc si on n'est pas là pour le pousser au cul, il le fait pas de cuisiner des légumes, des choses comme ça. Il n'y a pas ce discours-là dans les catégories supérieures où il y a plus d'égalitarisme affiché, qui n'est pas forcément revendiqué non plus, mais qui en tout cas est sous-jacent, enfin se sent de façon. Après, ça reste déclaratif. Hein. Parce qu'il y a beaucoup d'études où on voit justement les hommes pensent en faire beaucoup plus qu'ils ne font en vrai. Parce que quand il y en a un qui dit qu'il prend en charge à 60% et que sa femme lui dit non, moi c'est 80%, ça fait 140%. Il y a un problème quelque part. Oui. Et puis il y a un truc très juste que tu as dit tout à l'heure sur le plaisir, je ne sais plus quel versus la corvée, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ma soeur me racontait que son conjoint va au marché, mais c'est du plaisir en fait, d'aller au marché faire les courses. Et en plus, il y a une préoccupation après par rapport au gaspillage, c'est-à-dire qu'il va acheter tout ce qui lui fait plaisir, il va acheter beaucoup, et puis après il rentre, et puis il regarde son agenda, il dit en fait finalement la semaine prochaine je pars en déplacement, je serai pas là, et elle se retrouve avec toute la nourriture sur les bras, quoi. Donc dans l'aspect germontais, il y a aussi toute cette question de la gestion gestion du placard alimentaire et du non gaspillage qui est une pression supplémentaire. Justement, la charge mentale, cohabitation, elle n'est pas divisée en deux, quoi. Oui, alors donc pour revenir justement sur cette charge, alors j'ai pas forcément travaillé uniquement sur la charge mentale ou directement. Moi, j'ai plutôt du coup observé les différentes tâches qui prenaient en charge les différentes tâches. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça s'installe progressivement. Pareil, au début, il y a vraiment l'idée de on se découvre, donc on va faire tout ensemble. Il y a des couples pour qui en plus l'alimentation, ça va vraiment être un ferment des activités conjugales qui vont beaucoup investir dedans. Et puis ensuite, petit à petit, il y a en effet cette installation de... en fait, on est un couple, ça veut aussi dire qu'on peut prendre en charge, il y en a un ou une, souvent une, qui peut prendre en charge pour deux. Et là, on bascule en effet progressivement vers des prises en charge individuelles et qui sont effectivement davantage des femmes. Alors par contre, peut-être pour contraster avec les couples avec enfants, j'observe quand même que c'est pas non plus... c'est moins caricatural que ce que disent les anciens travaux. Moi, j'ai quand même une participation des hommes qui était systématique dans quasiment tous les couples, à part celui dont je vous ai parlé de catégorie plus populaire, où il y avait complètement un laisser-faire de l'homme et la femme qui prenait tout en charge. Et puis un autre couple où ils étaient avec pas mal de religions, de valeurs religieuses derrière, avec l'idée que voilà, chacun ses tâches quand même. Mais sinon, globalement, on observe quand même un investissement des hommes dans les tâches alimentaires partout. Alors, et en fait, l'inégalité, elle va plutôt s'observer aux petits détails. Et puis quand moi j'ai travaillé par typologie, quand on crée des typologies, on se rend compte quand même que ça balance plus souvent du côté d'une plus forte implication de la femme que de l'homme. Et après aussi dans les façons en fait de s'impliquer, notamment les femmes qui prennent beaucoup en charge. Je les ai qualifiées en général, ces couples-là, de couples où il y a une nourricière, parce que il y a cette idée de care, de s'occuper de l'autre, notamment d'aider l'homme à, malgré lui, bien manger. Avec un couple où il n'aime pas les légumes, donc elle adapte les recettes. Elle les cache dans des trucs. Voilà, c'est ça. Elle lui fait des légumes en sauce. Et puis à l'inverse, des couples d'hommes où c'est plutôt l'homme qui prend en charge, donc il y en a. Mais c'est plutôt... là, je les ai qualifiés plutôt de chefs, parce qu'il y a beaucoup la mise en avant du savoir-faire, de la découverte aussi, parce qu'effectivement, il y a pas de maîtrise, vous l'avez dit, des savoir-faire très souvent chez les jeunes adultes, mais il y a une appétence, une envie de ces hommes-là de découvrir, de s'y mettre, de s'intéresser à la cuisine, et donc ils vont prendre ça en charge. Dans les faits, pour autant, il n'y en a aucun qui prend en charge la totalité de l'alimentation, comme on peut le voir des fois chez les femmes. Donc ça va être la cuisine, mais en général, les courses continuent à être communes. La vaisselle est des fois déléguée uniquement à la partenaire, sous prétexte que l'homme a cuisiné, par exemple. Et en plus de ça, il y a beaucoup une question de disponibilité derrière qui est ressortie. Il y a des hommes que j'ai... Donc c'est pas les chefs, c'est encore une autre catégorie de couple, où je les considère comme la catégorie des hommes temporairement disponibles, avec une question, où en fait c'est des cas où l'homme, le partenaire masculin, va se retrouver
au chômage temporairement, en recherche d'emploi. Il vient de finir ses études. Il y en a un couple comme ça où il vient de finir ses études. Elle est encore en études. Et du coup, en fait, il est là, il lui prépare ses repas pour le midi, il attend pour manger, ensuite elle retourne en cours. Il va des fois, comme il n'a pas beaucoup de possibilités pour cuisiner, parce qu'ils sont dans un petit appart, il va des fois exprès chez sa mère pour cuisiner des plats et ensuite les ramener. Mais en fait, je les retrouve 6 mois plus tard, ou 1 an, je ne sais plus exactement. Il a trouvé un boulot qui est à l'autre bout de l'Île-de-France. Donc en fait, il fait des heures de transport, il est à fond dedans, il finit à 20h, 22h des fois, et il fait des soirées en plus de ça avec ses amis le reste du temps. Donc il a complètement désinvesti finalement la cuisine. Et elle se retrouve à devoir se refaire à manger, voire à manger seule en fait, puisqu'il ne rentre pas forcément pour manger. Mais comme on le voit dans les chiffres qu'on donnait au tout début, le temps des femmes est un temps qui est... qu'on estime moins important que celui des hommes. On le voit dans la manière dont on répartit les tâches rémunérées et non rémunérées. Mais je voulais juste donner une précision sur ce que tu disais, sur les classes plus populaires ou les CSP+, comme on appelle ça. On rappelle quand même qu'en France, les classes populaires sont plus nombreuses que les CSP+. C'est aussi pour ça qu'on retrouve dans les chiffres de l'INSEE, on peut observer dans nos bulles aussi personnelles, parce que alors souvent c'est oui, mais moi, dans ma famille, j'ai des hommes qui... Mais les nouveaux pères, hashtag nouveaux pères, oui, enfin bon, ça vaut pas, notre exemple perso vaut pas pour fait pas système. Donc voilà, je voudrais juste préciser ça, c'est que oui, ça existe, bien sûr, les hommes qui font à bouffer, ça reste quand même relativement minime, surtout dans certaines catégories qui représentent le plus gros des catégories socio-pro en France, quoi. Juste une petite précision là-dessus, quoi. Qu'est-ce que je voulais te demander avant de donner la parole à Séverine? Ah oui, on voulait quand même... savoir... Ah oui, juste une dernière question sur les catégories socio-pro. Est-ce que toi, tu as vu des différences notables, s'il y a des grosses différences de salaire, par exemple, de revenus dans des couples qui cohabitent? Oui, alors c'est une de mes hypothèses, c'est que effectivement les revenus vont aussi jouer. De façon plus générale, en fait, j'ai élargi ça à la question de l'hétérogamie, qui pouvait être... J'ai regardé plusieurs choses. Est-ce que tu peux redéfinir l'hétérogamie? L'hétérogamie, c'est le fait d'être de positions sociales différentes. Donc entre l'homme et la femme, et après on peut décliner ça parce que se pose la question de qu'est-ce que c'est une position sociale différente. Donc j'ai regardé bien sûr les différences de revenus, j'ai regardé les différences de statut d'emploi, j'ai regardé aussi les origines sociales par les métiers des parents. Et aussi en fait j'ai beaucoup parce que c'est un peu particulier parce que moi j'avais beaucoup d'enquêtés qui étaient encore en études, donc c'est assez compliqué de regarder revenus et position professionnelle, vu qu'en général il n'y a pas encore de profession terminée et les revenus ça vient des fois des parents. Donc j'ai aussi beaucoup regardé en fait les trajectoires d'études. Le niveau d'études, est-ce que le niveau d'études était proche ou pas? L'âge aussi, j'ai élargi aux questions d'âge et j'ai rajouté à ça la question des trajectoires, on pourra peut-être y revenir, résidentielles. Est-ce que la personne a déjà été autonome ou pas dans son alimentation avant? Parce que ça peut aussi influencer ses habitudes, sa capacité à savoir cuisiner ou pas, et le fait d'avoir cristallisé ou non certaines attentes par rapport à l'alimentation, bien plus que quand on vient juste de débarquer de chez ses parents. Et donc, pour en revenir, voilà, ce dont j'ai l'impression, c'est que le fait d'être hypergame, c'est-à-dire d'être avec quelqu'un de statut supérieur à soi, pousse à la prise en charge. Bon, c'est pas très étonnant. Après, bien sûr, moi, c'est un petit corpus, donc ça se limite à observer que, voilà, dans les prises en charge, les hommes qui prennent en charge, c'est souvent des hommes qui, en fait, sont plus diplômés, sont de catégories plus diplômées, mais leur conjointe aussi, leur partenaire aussi, sont de même niveau de diplôme que leur partenaire, ont le même âge que leur partenaire, sont dans des trajectoires similaires, voilà. Et à l'inverse, le revenu, je ne l'ai pas vu tant que ça, mais plus la position professionnelle va pouvoir jouer. En fait, ça va devenir un critère par les disponibilités. Je repense à un couple où ils viennent de s'installer, elle est plus jeune, clairement plus jeune, elle a au moins 4-5 ans, ce qui à cet âge-là est quand même pas mal, de moins. Et en fait, lui, il est actuaire, donc très pris par son nouveau métier, ça fait juste 1 an qu'il y est. Et en fait, elle est en études, je crois qu'ils le disent, elle est encore en études ou que en études. Et du coup, elle prend quasi complètement en charge l'alimentation, en tout cas les repas, elle cuisine et elle attend le soir jusqu'à ce qu'il rentre des fois à 22h de son boulot qui est très prenant pour manger ensemble.
Donc voilà, le revenu en tant que tel, je pense que j'ai pas assez de données pour vraiment, mais c'est plus observer un ensemble de facteurs, une convergence de facteurs à chaque fois qui laisse entendre que c'est peut-être pour ça que l'homme est plus investi, parce qu'il a le même âge, il est dans une position sociale un peu inférieure par rapport à sa conjointe, ou à l'inverse, un désinvestissement sous prétexte d'un emploi plus prenant. Très souvent, il y a ça déjà. Merci. Séverine, on va parler avec toi de la maternité, du renforcement des injonctions et de cette valeur qu'a la présence au foyer des femmes. Je te laisse nous parler de tout ça. Si tu me permets, je ne vais pas parler de ça. Je vais compléter un peu ce qu'a dit Angèle en rajoutant une dimension dans les facteurs qui peuvent favoriser la prise en charge par l'homme. Il y a des effets de transmission parentale, notamment lorsque l'homme avait une mère ou une grand-mère cuisinière professionnelle ou que la famille de l'homme était dans des métiers de bouche. Eh bien, il prend en charge plus facilement la cuisine, y compris domestique, mais parce que c'est l'occasion de mettre en œuvre un savoir-faire qu'il a hérité de sa famille, mais dans un contexte de savoir-faire professionnel. Et je pense que, en un sens, ça anoblit la tâche qu'elle vienne d'un univers professionnel. C'est des choses qu'on avait vues aussi ensemble. Oui, et si je peux juste, en effet, réinsister là-dessus. Il y a la question aussi de la résistance, comment les femmes peuvent éviter d'avoir... Ça, je pense qu'on va le faire à la fin. Comme ça, je vous demanderai toutes les trois vos stratégies de résistance. Ce serait intéressant d'avoir, si ça vous dérange pas, parce qu'il y aura... on pourra prendre des notes. Ok, ça marche. Okay, donc on finira sur la résistance après. Donc du coup, je reviens à ta question sur les questions de maternité, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur les jeunes mères. Et effectivement, le moment de la grossesse et de la toute petite enfance, c'est quand même un moment où la femme est sous suivi médical assez constant. Et ce suivi médical porte beaucoup sur le poids, comment on grossit pendant la grossesse, pas trop. Le nourrisson, la première chose qu'on fait, c'est de le peser. Enfin bon, il y a quand même tout un contrôle du poids et une imposition de normes diététiques, nutritionnelles qui se passent à ce moment-là et où les mères sont désignées comme les responsables de la santé de leurs enfants. Évidemment quand elles sont enceintes, mais après, parce que c'est très souvent elles qui accompagnent les petits chez le médecin. Donc voilà, c'est aussi pour ça, je pense que ce que tu vois, Ariane, des espèces d'obsession des femmes pour le corps et le développement de leurs enfants, c'est quand même quelque chose qui est imposé de l'extérieur par le corps médical et qu'elles intériorisent ou pas d'ailleurs, parce que pareil, ça renvoie à ce que tu disais sur la question des classes sociales. Quand on va dans des milieux plus populaires, on rencontre aussi des femmes qui s'affranchissent un peu de ce contrôle-là et qui disent qu'un beau bébé, c'est un bébé bien en chair avec des beaux bourrelets, etc. Et qui, du coup, prennent des distances. Enfin, on viendra sur la résistance plus tard, t'as dit. Donc, je dis rien sur la résistance à ce stade. Et je voulais aussi insister sur un autre point que tu mentionnais tout à l'heure, sur le fait que quand l'homme fait par plaisir les courses, par exemple au marché, etc., ça génère des tas de surplus alimentaires que la femme doit gérer derrière. Ça me faisait penser à des travaux que je mène en ce moment sur le gaspillage. Et effectivement, une des sources de gaspillage, c'est les défauts de coordination entre les différents membres du ménage, parce que on gaspille plus quand c'est pas la même personne qui fait les courses et qui fait la cuisine. Et puis aussi dans les ménages où on mange pas de façon régulière tout le monde à la maison, quoi. Typiquement, quand il y a des enfants un peu grands, adolescents ou jeunes adultes, on ne sait jamais s'ils vont manger à la maison ou pas, s'ils vont ramener 3 copains ou au contraire complètement sortir. Et du coup, il y a une espèce de surstockage, notamment, alors soit quand c'est les maris qui font les courses, soit des femmes elles-mêmes qui se disent « Mais mon Dieu, si ce week-end, les enfants viennent avec des copains, il faut que je puisse nourrir tout le monde ». Et des fois, en fait, ils vont manger chez d'autres foyers et la femme se retrouve avec tous ses surplus sur les bras. Donc, mais parce que, toujours pareil, elles ont intériorisé, ces femmes, le fait qu'il faut pouvoir nourrir les gens qui viennent à la maison. C'est pas, il y a on improvisera, quoi.
Ouais, on improvisera, ou c'est pas grave, il ramène 3 copains, on fera des nouilles, et voilà. C'est pas... Dans la plupart des foyers, on a quand même cette idée qu'il faut recevoir, même si c'est les copains des enfants, et qu'on les reçoit en leur faisant une cuisine correcte. Donc ça, voilà. Donc c'était ma parenthèse gaspillage, pardon, je referme la parenthèse. Mais c'est aussi, voilà, le poids des injonctions donc, qui pèsent sur les femmes. Là, on voit bien qu'à la fois, on leur demande de ne pas gaspiller, et en même temps, on leur a expliqué depuis toujours qu'il faut toujours avoir en stock de quoi nourrir la terre entière, si la terre entière se présente à la maison, quoi. Donc voilà, ça fait des choses assez compliquées à gérer et qui rajoutent à la charge mentale et maternelle. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Sur la responsabilisation des mères par rapport aux pères, ça m'intéresserait de savoir ce que toi, tu as vu là-dessus. Je te dis, comme c'est elles les principales interlocutrices du corps médical, c'est quand même elles qui sont les plus responsabilisées. Sur les enjeux environnementaux, c'est pareil. C'est quand même les plus souvent elles qui sont ciblées parce que c'est elles qui font la cuisine, donc c'est à elles de ne pas gaspiller, normal. Et puis... Et l'arrivée de l'enfant ne répartit pas plus équitablement cette charge mentale, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on a des chiffres qui disent que plus il y a d'enfants, moins l'homme en fait à la maison. Ouais. Je vois assez... Mais oui, mais parce que la femme se désinvestit de son investissement professionnel. Donc, plus il y a d'enfants, effectivement, moins l'homme en fait. Mais c'est aussi parce que tu as quand même pas mal de femmes, notamment passé le 2e, 3e enfant, qui réduisent leur investissement professionnel de façon conséquente. Donc, du coup, elles ont plus de temps. Donc, elles le passent à s'occuper de la maison. Je voulais parler de l'allaitement aussi. Je crois qu'on voulait parler ça de comment bien nourrir son enfant, comment tu disais faire pousser des enfants encore conformes, ça m'intéresse ça. Là, c'est pareil, hein. Tu es sur un système normatif fort où la femme doit, au sens propre, donner de sa personne pour nourrir les enfants et pour avoir du lait suffisamment. Il faut qu'elle se nourrisse bien, etc. Enfin bon, ça c'est des choses qui sont aussi assez classiques, tu vois, et qui perdurent, mais qui, à nouveau, vont peser de façon différente en fonction de l'appartenance sociale des femmes. Et ça va peser d'autant plus fortement ces normes médicales-là, que tu vas être sur des femmes diplômées, donc proximité avec les milieux médicaux, et en plus qui... dans leur parcours antérieur, ont peu eu à s'occuper d'enfants. Donc, elles n'ont aucune expérience. Donc, du coup, elles sont très, très exposées au discours normatif. Et puis, elles ont ce souci de bien faire qui les caractérise. Et qui va les amener à acheter plein de bouquins. Alors, on a parlé des livres de cuisine tout à l'heure, mais sur les manuels de puériculture, on pourrait dire aussi des choses très proches. Parce qu'il y a cette culpabilisation, en fait. On parle de mauvaise mère, on parle rarement de mauvais père. Oh, oui, sur cet aspect-là. Je sais pas. On culpabilise quand même, j'ai l'impression, il me semble, plus les mères. Plus les mères, oui, mais les pères, tu peux pas leur demander d'allaiter, donc forcément... mais sur nourrir l'enfant, c'est-à-dire que il y a quand même quand on voit une mère avec ses enfants dans la rue, si les enfants sont un peu bouboules, un peu rondouillards, on va se dire, dis donc, comment elle les nourrit, alors qu'un père, peut-être, je me pose la question... va y avoir moins, on va se dire non mais il fait comme il peut, ou bien ils sont en bonne santé ces enfants, va y avoir une espèce de... C'est-à-dire, si on voit une mère avec des enfants au McDo, on va dire mais quelle mère indigne, elle les emmène au McDo, alors que le père c'est rigolo. Ils emmènent au McDo, il est sympa, il s'occupe d'eux, c'est chouette, c'est un moment convivial. Oui, non, ça effectivement tu peux avoir ça, mais alors cela dit, il y a quelques travaux quand même, alors pas tellement en France mais plutôt au Canada, qui ont visé spécifiquement les hommes qui s'occupent au quotidien des tâches domestiques. Alors on sait bien que c'est très très minoritaire. Mais cela dit, quand tu fais des travaux sur cette fraction-là d'hommes, tu vois qu'en fait ils ont exactement les mêmes préoccupations que les femmes. C'est-à-dire que le côté très répétitif et très pénible de « mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir ?» ils l'expriment aussi. Le côté c'est une corvée, ils aussi. Et la préoccupation de comment nourrir les enfants
de façon variée, plaisante, etc. aussi. Donc, si tu veux, c'est quand même des choses qui ne sont pas tellement liées au genre, mais qui sont liées à la prise en charge de la tâche. Et ça, tu vois, je trouve que c'est quand même très intéressant, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité. Ce n'est pas une nature féminine qui nous pousserait à bien nous occuper de nos enfants. C'est inhérent au fait de la prise en charge. Alors justement, on peut se demander quelle place pour les hommes dans les couples hétérosexuels sur cette charge, sur ce cuisiner, etc. Quelle place toi, tu vois dans tes travaux, on leur laisse quelle place les mères lorsqu'elles sont en couple avec le père, avec un père, avec un homme, quelle place elles leur laissent aussi dans cette prise en charge? C'est assez variable, hein, ça. Moi, j'ai pas... Là, pour le coup, je ne vais pas forcément arriver à généraliser, mais elles leur laissent déjà la place qu'ils veulent bien prendre. Et puis, c'est un peu ce que disait Angèle tout à l'heure. Tu as aussi beaucoup des questions de disponibilité temporelle, et c'est très lié aux investissements professionnels des uns et des autres. Donc, oui, mais il y a quand même aussi tout ce qu'on disait tout à l'heure sur les injonctions au bien manger. C'est-à-dire que si je laisse le père va mal les nourrir, en fait, parce qu'il va faire des pâtes, parce qu'il va faire des choses qui ne sont pas saines. Donc c'est la difficulté à lâcher aussi parce qu'on a la croyance que ça va mal se passer. Et essayer de laisser un peu plus de place aux hommes parfois aussi en cuisine, quoi. Oui, parce que... s'ils veulent l'apprendre. On observe quand même toujours que il y a plus d'attendus sur la prise en charge par la femme que par l'homme, et que c'est un peu ça, c'est que les hommes peuvent prendre la place aujourd'hui, mais ils doivent la prendre là où les femmes, on la leur donne encore davantage. Donc il y a quand même un travail face à des résistances à réaliser à ce niveau-là. Je voulais juste rajouter un mot sur la performance maternelle sur les réseaux sociaux. Le momstagram, comme on appelle ça, donc les mères qui se mettent en scène et mettent en scène leur maternité, leurs enfants sur Instagram. Évidemment, la plupart de ces femmes mettent en scène une maternité idéale, avec des canapés tout blancs. Oui, quand on a 3 enfants, c'est compliqué, mais quand il y en a un seul. Ce sont des femmes quasiment toutes blanches, toutes minces, toutes CSP+, voire plus. Et il y a une véritable performance de ça. Donc c'est les perfect moms sur Instagram qui sont conformes à cette image, à cette case dans laquelle on veut mettre les femmes, et cette culpabilité dès la maternité, etc. D'être une mère parfaite, donc d'avoir des enfants qui ont l'air en bonne santé en tout cas, d'avoir un intérieur qui est extrêmement bien tenu, etc. Juste pour vous donner quelques chiffres, sur Instagram, le hashtag MomLife, et franchement vous pouvez même regarder maintenant, on ne sera pas vexé sur votre téléphone, pour vous voyez juste à quoi ça ressemble. MomLife, c'est 71,4 millions de hashtags, c'est les chiffres que j'ai vus hier. Mombloguer, 8,9 millions. Momboss, 6,3. En général, c'est ce qu'on appelle aussi les momtrepreneuses, donc des femmes qui ont un business à la maison et qui disent « Ah, mais on peut tout à fait allier le boulot d'être mère et un boulot rémunéré. Regardez, je travaille de chez moi, mes enfants sont tirés à 4 épingles et je gagne $1 million par an. » Et alors là, ça rejoint ce qu'on disait sur des injonctions à la minceur aussi, encore une fois, quand on est enceinte et quand on a accouché. Le hashtag MomBod, donc corps de mère, est à 1,9 million, et vous allez voir quel genre de corps. Voilà, oui, tu as raison, Estérelle. Contrairement, le MomBod, c'est pour montrer à quel point on a été une bonne élève du patriarcat et on a perdu tout le poids de grossesse, voire encore plus qu'avant. Et donc, c'est des femmes qui et je ne les blâme pas, je tiens à le préciser, je ne culpabilise pas les femmes qui font ça. C'est pas elles qu'il faut culpabiliser, mais la société. Contrairement au dadbod, le dadbod qui serait donc le corps des pères, qui serait donc des corps pas très musclés, avec un peu de bide, et en fait, c'est sexy, quoi. Voilà, donc genre Ben Affleck avant qu'il divorce, quoi. Voilà. Un peu de bidou, c'est pas grave, sur la plage, c'est un mec, c'est bon, il a le droit, quoi. Donc voilà, et donc je voulais juste préciser ça parce que c'est une manière pour ces femmes-là de glorifier ce qui est dévalorisé aujourd'hui encore, et qui est source de nombreuses contraintes et de nombreuses comparaisons, et source aussi de mal-être, de dépression, d'anxiété, etc., qui est donc des compétences maternelles qui ne sont pas rémunérées, à part quand justement on peut le transformer
voilà, en post monétisé, en livre, en blog, en Instagram, etc. Et donc, ça dit beaucoup de notre époque, hein, d'avoir encore en 2022 besoin de se mettre en scène comme ça, de se mettre en scène de manière très idéalisée, trop parfaite, pour dire, regardez, en fait, on n'est pas valorisé en tant que mère dans la société, donc on va essayer de trouver une validation auprès d'un public sur Instagram. Même tendance avec, alors aujourd'hui, on a un retour qui s'appelle les tradwives, donc les femmes traditionnelles, qui est, on l'observe aux États-Unis, beaucoup au Canada, qui sont des jeunes femmes qui sont beaucoup du côté très très à droite de la politique américaine, ce qu'on appelle l'alt-right, donc aussi très réactionnaire et très à droite, et qui prônent un retour des jeunes femmes au foyer avec leurs copains, leurs amoureux, donc c'est que des couples hétérosexuels. En général, c'est que des couples blancs et privilégiés aussi, parce qu'il faut pouvoir se reposer sur un seul salaire. Et donc, c'est des femmes qui vont prôner un retour à ces valeurs domestiques de « je suis très heureuse de tout faire pour mon mec, c'est génial, regardez comme c'est super ». Il y a un bouquin de Emily Matchard qui s'appelle « The New Domesticity » qui est très très bien sur le sujet. Et donc, encore une fois, c'est des femmes aussi, donc, alors il y a les tradwives nostalgiques des années 50-60 qui vont même jusqu'à s'habiller comme dans les 60s alors qu'elles sont nées en 92, qui vont dire c'est génial, c'était mieux avant, enfin vous voyez, on ne peut plus rien dire, tout ça, les féministes, elles font beaucoup de mal à tout le monde, blablabla. C'était mieux avant quand on n'avait pas le droit de travailler et qu'on n'avait pas l'IVG et la pilule. Mais par ailleurs, il y a aussi des femmes qui ont ce retour domestique pour d'autres raisons, des raisons écolo, on disait d'éthique aussi environnementale, ou pour prendre plus de temps pour les enfants, ou pour soi, ou pour avoir un petit potager. Mais encore une fois, c'est des femmes qui vont passer beaucoup de temps à la maison et qui, parce qu'il y a une demande de valorisation de compétences qui ne sont pas valorisées à la maison, donc elles vont faire à manger tous les jours et puis en fait tout le monde s'assoit à table et personne ne dit jamais merci. Personne ne dit jamais que c'était bon. Il manque toujours c'est trop de sel, c'est trop machin, j'aime pas ça, je t'avais déjà dit. Et qui trouvent dans les publics sur Instagram ou dans les blogs, on parlait des blogs, c'est quand même très vieux les blogs maintenant, qui trouvent là une valorisation de leurs compétences et des gens qui leur disent oh, mais ça a l'air trop bon, ou bien c'est toi qui as cousu les rideaux là, mais ils sont trop bien, il me faut le patron, t'as acheté le tissu, etc. Donc je trouve ça important d'en parler aussi, parce qu'on a tendance à beaucoup culpabiliser ces femmes qui se mettent en scène, mais c'est pas pour rien qu'elles le font, c'est parce qu'on n'a pas ces compétences, elles ne sont pas rémunérées, elles ne sont pas non plus valorisées. Et donc pour finir, avant de passer à vos questions ou vos réactions, comment est-ce qu'on résiste, Ariane, à toutes ces charges qu'on a évoquées? Alors, je pense qu'on résiste en lâchant la perfection alimentaire, c'est-à-dire en essayant de trouver une répartition des femmes, en parlant déjà, en voyant comment on peut s'organiser, peut-être en se répartissant très concrètement en disant toi tu vas cuisiner tel jour, enfin d'essayer de rééquilibrer un petit peu les tâches et du coup en lâchant, en disant ok, si lui cuisine et que c'est pas exactement la façon parfaite dont j'aurais voulu manger, j'accepte parce que c'est un chemin qui va permettre de me mettre moins de pression à moi-même. Merci. Angèle, comment est-ce qu'on peut résister ? Oui, je vais reprendre ça, et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est terrible, c'est pas forcément, enfin, va aussi falloir en parler, mais c'est pas forcément en parlant, en demandant à l'autre de faire. Je pense que le nerf de la guerre, c'est de lâcher prise, de lâcher ses exigences en fait. Enfin, quand même les exigences, c'est elles qui amènent à prendre en charge. Très très fréquemment. Il y a aussi les compétences, mais comme on le disait, chez les très jeunes adultes, il n'y a pas forcément beaucoup plus de compétences, statistiquement peut-être un peu plus chez les femmes que chez les hommes, mais il y a plein de couples où il n'y a pas plus de compétences au départ. Et j'ai pas assez réinsisté dessus, mais j'étais complètement d'accord sur le fait que j'ai l'impression que c'est beaucoup les normes diététiques qui poussent les femmes, dans les jeunes couples déjà, et probablement ensuite en tant que mère, à prendre en charge plus que les compétences aujourd'hui chez les jeunes générations. Donc moi, une partie de mes enquêtées femmes qui ne prennent pas en charge, déjà elles sont assez rares quand même à pas prendre ou très peu en charge, mais entre autres c'est parce qu'elles décident qu'elles n'en ont rien à faire. Oui, c'est lâcher les injonctions aussi, les injonctions à la minceur, et aussi se faire confiance en se disant mais finalement si je lâche tout ce que j'entends, je vais pas manger n'importe comment quand même. Oui. Et à l'inverse, si il faut que le partenaire soit, lui, davantage sensibilisé à la question diététique, de façon générale. Alors, il y a aussi quand même une possibilité de sensibilisation et de resocialisation conjugale, c'est-à-dire d'apprentissage, de transmission de la partenaire vers le partenaire, en général, même si des fois c'est dans l'autre sens, bien sûr, des attentes diététiques, et ça peut aussi jouer. Et je pense que l'entourage va jouer aussi. Ça, j'avais pas. On peut aussi signaler ça. Si la
partenaire femme est seul avec ses exigences diététiques, mais que l'ensemble des amis avec qui les conjoints mangent et les autres cercles de sociabilité ne portent pas ces normes publiques, nutritionnelles, il y a peu de chances que l'homme se les approprie progressivement et prenne en charge. À l'inverse, si en fait il y a toute une convergence, on va dire, à la fois par les parents, par les amis, ça a plus de chances de se réaliser. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a une autre façon de résister que j'ai observée, c'est de dire moi je défends mes attentes et du coup, mais je ne cuisinerai pas pour deux. Donc c'est de choisir de rester sur ces attentes diététiques, mais qui peuvent aussi être environnementales, qui peuvent être en termes de goût, en termes de préférence de ce qui est consommé. Et dire, mais par contre, je ne prendrai pas en charge ton alimentation. Donc soit tu fais c'est 50-50, soit on mangera séparément. Et du coup, c'est l'autonomisation des alimentations, très clairement. Je regarde s'il y avait autre chose. Et puis après, je pense qu'il faut aussi, il y a aussi des façons de se défendre autour de la disponibilité. De dire, certes, je suis encore étudiante, ce qui arrive assez souvent chez les jeunes couples, où quand l'homme est un peu plus âgé, il commence à travailler et la femme est encore étudiante. Et de défendre, certes, je suis encore étudiante, mais c'est pas une raison pour que je me tape tous les repas pendant que tu es au travail. Voilà, donc je pense que la question de se défendre sur la question de la disponibilité professionnelle et refuser qu'elle soit un argument, la disponibilité ou l'indisponibilité justement professionnelle des hommes, refuser qu'elle soit un argument de prise en charge par l'autre, je pense que ça joue aussi beaucoup. Mon temps est aussi précieux que le tien. Oui, et puis c'est un choix d'investir professionnellement ou où le décalage dans les carrières ne justifie pas forcément de l'amplifier en fait, parce que c'est ce qui l'amplifie ensuite. La femme qui passe son temps à s'occuper du foyer et qui du coup rate ses examens et ensuite dit c'est pas grave, lui de toute façon il a une carrière, c'est aussi comme ça que c'est produit. Donc il faut essayer de casser ces mécanismes là. Voilà, je crois que c'est ce que j'ai repéré. Séverine, comment est-ce qu'on résiste ? Alors, sur les enfants, c'est plus compliqué. Une des voies de résistance que j'ai observées, notamment chez les femmes de milieu populaire, c'est de s'appuyer sur des expériences familiales. Et de dire, moi, j'ai pas été allaitée, je vais très bien. Donc, je ne vois pas pourquoi j'allaiterais mes enfants. Tu vois, ce genre de choses, quand tu as dans ton univers familial des expériences, alors là j'ai pris l'exemple de l'allaitement, mais aussi d'alimentation, qui peuvent s'éloigner des normes diététiques les plus canons, mais qui pour autant ne conduisent pas à des problèmes de santé graves, et c'est un facteur de relativisation de la pression normative diététique qui est en fait assez puissant, de pouvoir avoir des contre-exemples vivants à présenter. Enfin, sur les enfants, c'est aussi beaucoup lâcher. Moi, ce qui marche, c'est de surtout plus classer les aliments en disant c'est bon, c'est mauvais, mange des légumes, tu auras du dessert. Et en fait, j'ai une patiente qui a eu beaucoup de problèmes par ses parents, elle a des problèmes, mais elle a fait découvrir de tout. Et elle dit, mes enfants, finalement, je leur ai mis aucune pression, aucune règle diététique, et ils aiment autant les brocolis que le chocolat. Oui, il y a vraiment c'est très difficile quand même, vraiment quand on est parent, de se dire est-ce que je fais bien en fait, de ne pas créer de diabolisation d'un aliment, ne pas créer d'interdiction, ne pas créer de cruauté. Moi j'ai juste une petite piste, alors je sais qu'évidemment elle n'est pas très applicable pour tous et pour toutes, notamment pour toutes, car les femmes gagnent moins bien leur vie que les hommes, elle n'est pas possible dans toutes les villes, mais peut-être qu'une des pistes aussi, d'une voie de sortie, ce serait de ne pas cohabiter. Oui. Je peux peut-être juste 2 mots là-dessus. Il y a aussi des choses intéressantes à observer chez les couples semi-cohabitants. Où par exemple, moi j'ai un couple où j'ai suivi un couple où l'homme, pour des questions professionnelles, était dans une période où il devait changer de ville tous les 2-3 mois à peu près, et donc il prenait un deuxième appartement, il rentrait qu'une partie du temps, etc. Et ça fait partie aussi, je pense, c'est un des facteurs aussi qui déjà donne plus de marge de liberté à chacun au moment des des cohabitations partielles. La semi-liberté surveillée. Et puis du coup, l'homme apprend en plus.
Oui, alors plus ou moins. Là, dans ce cas-là, en fait, il apprenait disons plutôt qu'il faisait des efforts quand il était avec sa conjointe, pour notamment parce qu'elle était végane, donc c'était un peu compliqué pour lui de découvrir ça et de s'adapter, mais il le faisait. Mais parce qu'aussi, à l'inverse, il décompressait quand il était seul et qu'il mangeait n'importe comment. Et elle, à l'inverse, elle faisait attention pour équilibrer son alimentation en tant que végane quand elle était seule. Et voilà, il y avait une plus grande convergence des alimentations au moment de la vie ensemble. Et à l'inverse, je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, de ceux qui ont décohabité complètement ou quasi complètement pendant un certain temps. Permettre au couple de décohabiter de temps en temps, ça permet à chaque fois une forme, j'ai l'impression, de retour sur soi, de réflexion, et ça pousse, en tout cas, j'ai l'impression, certaines, à revenir après avec de nouvelles exigences en termes de fonctionnement conjugal. Donc c'est pas forcément ne pas cohabiter, mais c'est aussi s'ouvrir des portes à cohabitation partielle, je pense. Remettre, parce que oui, on ne signe pas un contrat dès qu'on est en couple, ça peut changer, évoluer, voilà. Merci beaucoup. Je suis désolée, un peu débordée. On va passer aux questions. C'était passionnant. Merci toutes les trois. Aux questions, aux réflexions, à des choses. Si vous avez des pistes aussi, si vous avez résisté, si vous résistez ou pas. Oui, bonjour. Alors, j'interagis par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à la disponibilité de la femme, par rapport à l'homme, par rapport au statut professionnel. Mais on a aussi les cas, par exemple, quand les femmes reprennent des études, qu'elles font un doctorat, un exemple parmi tant d'autres, ou des femmes quand elles sont entrepreneurs. Eh bien, en fait, l'emploi du temps, il est hyper méga chargé. Mais malgré ça, les habitudes ne changent pas. Parce qu'on considère que quand elle est entrepreneur, de toute façon, c'est pas un statut. Quand elle fait un doctorat, même si elle travaille à côté avec des enfants, de toute façon, elle ramène moins d'argent que le mari. Donc, à chaque fois, il y a toujours cette répétition, même si elle travaille plus, même si elle essaye de s'en sortir, il y a toujours ce côté-là de distinction sociale qui, de toute façon, la tâche, elle est assignée à la femme quoi qu'il arrive, même si elle a un poste plus élevé. Oui, alors juste un chiffre avant que tu réagisses, justement, c'est ce qu'on disait au début. Les femmes passent en moyenne aux tâches domestiques les hommes passent en moyenne aux tâches domestiques le temps que les femmes passent au travail rémunéré. À l'inverse aussi. Donc exactement. On n'est pas payé, mais on le fait quand même. Oui, c'est qu'en fait, là, ça montre que c'est pas une question. Ce qui justifie une disponibilité ou pas, c'est la valorisation de la tâche. Donc le travail professionnel classique, entre guillemets, va être reconnu comme un travail professionnel valorisant et donc justifiant une indisponibilité au foyer, alors que effectivement être étudiante, c'est considéré comme n'étant pas un véritable statut pouvant justifier de dire « désolé, j'étudie, je ne peux pas faire le ménage ». Oui, elle peut travailler à côté, même en faisant une thèse. Pardon. Quand elle fait des études, elle peut aussi, quand on parle des femmes à l'âge adulte qui reprennent des études, elles travaillent à côté, ça n'empêche pas. Vous voyez, n'empêche que la tâche de la ménagère, elle lui revient toujours. Parce que y a les enfants, la femme a l'habitude, alors que l'homme n'a pas forcément l'habitude. Il y a quand même, ça a été noté dans les chiffres qu'a donné Nora au début sur la diminution du temps passé par la femme, c'est-à-dire qu'il y a Picard, il y a, quand on a les moyens, les livraisons, il y a tout ça qui joue quand même quand la femme a moins de temps. Et donc Picard, ça marche quand même très très bien. Oui, mais effectivement, le travail de la femme va diminuer son implication domestique en général quand même, statistiquement. Les femmes qui travaillent davantage professionnellement sont quand même moins impliquées en termes d'écart par rapport à l'homme. Mais effectivement, comme vous dites, ça justifie quand même moins. Elles n'osent peut-être moins prendre ce travail pour prétexte de moins faire à la maison que les hommes. C'est aussi le fait d'être à la maison, parce que typiquement les études qui ont été faites pendant le confinement ont bien montré que, alors que les hommes et les femmes se retrouvaient tous en télétravail, c'est quand même bizarrement les femmes qui consacraient plus de temps à préparer les repas du midi parce qu'il n'y avait plus de cantine, etc. Et que donc il fallait faire à manger 2 fois par jour au lieu d'une. Donc voilà, la présence à la maison, du coup, que ce soit parce qu'on est auto-entrepreneur ou parce qu'on est en études, n'exonère pas de la prise en charge domestique. Oui, en fait, il faudrait revoir les acquis, vous savez, ces bilans de compétences ou bien des entretiens individuels trimestriels avec son couple, son partenaire ou sa partenaire.
Y a-t-il d'autres questions? Bonjour. Oui, alors bonjour. Merci déjà pour ces 2 journées très enrichissantes. Donc moi, c'est plus un témoignage de résistante, on va dire. Je suis conseillère en économie sociale et familiale. Je travaille dans un centre socio-culturel dans des quartiers qui sont prioritaires. Donc je pense quand même aussi que l'histoire de l'alimentation et de bien manger, la cuisine, par éducation et transmission des savoir-faire, peut aussi devenir, quand c'est pris très tôt, aussi une affaire d'homme. Moi, j'interviens sur divers ateliers cuisine, que ce soit au niveau des écoles et au niveau des adultes. Je remarque depuis quelques années où j'ai un peu plus d'hommes sur les ateliers cuisine. Et les jeunes enfants, aussi bien filles que garçons, et aussi bien aussi à l'adolescence, puisque j'interviens dans des collèges, apprécient de cuisiner et de découvrir différentes choses. Et dans ma vie personnelle, famille recomposée, 4 enfants. Les 4 enfants cuisinent et sont autonomes. Quand on n'est pas là, ils se débrouillent. Oui, c'est ce qu'on disait, c'est pas naturel, il n'y a rien de génétique. Il y a une association qui s'appelle l'École Comestible, qui fait de l'éducation alimentaire, qui va dans les écoles maternelles, primaires et collèges ou lycées, et où on fait à manger avec les enfants, on les amène au marché, et on voit bien qu'il n'y a aucune différence en termes de curiosité et de goût pour ces ateliers-là entre les petites filles, les petits garçons. Voilà, c'est que c'est pas à cet âge-là. Enfin, c'est aussi les modèles familiaux qui jouent, hein, évidemment, mais en tout cas, il y a un appétit, sans mauvais jeu de mots, des deux, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a la question de l'acquisition du savoir-faire, et c'est essentiel, effectivement, que ça soit plus réparti entre les hommes et les femmes. Après, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la question de la routine et de faire à manger tous les jours, qui est difficile, même si on aime ça et même si on sait le faire. C'est pour ça que c'est là, arriver à trouver quand même une meilleure répartition dans le fait de soit faire ensemble, soit se répartir pour que cette corvée de faire tous les jours, soit, quand en plus on travaille, soit moins difficile pour les femmes. Il ne faut pas que l'homme aide sa femme, il faut qu'il fasse sa part. Une question aussi en bas après. Angèle, vous avez parlé surtout des couples hétérosexuels. Est-ce que vous avez mené des entretiens avec des couples homosexuels aussi? Et est-ce que vous avez vu ou pu constater une plus grande égalité ou en tout cas une séparation différente peut-être des tâches, notamment la cuisine et la tâche alimentaire? Oui, alors je suis désolée, je vais vous décevoir, mais non, j'ai pas fait d'entretien avec des couples homosexuels. Je m'étais pas fermé la porte, mais c'est vrai que, en fait, un corpus de tests, c'est, j'ai plus en tête, mais une vingtaine de couples, je crois, 25, pour que ce soit un minimum représentatif, pas au sens statistique, mais en ayant différentes situations, il aurait fallu que volontairement j'aille chercher des couples homosexuels pour en avoir une suffisamment grande quantité. Quand même, et comme voilà, ça s'est pas présenté et j'avais pas forcément le temps, donc mais oui, c'est une question qui peut se poser. Après, moi, c'était pas forcément celle qui me turlupinait le plus, notamment parce que je trouve qu'il y a déjà quelques travaux plus généralement sur le fonctionnement des couples homosexuels dans les tâches domestiques, dans les tâches parentales, par rapport aux couples hétérosexuels qui répondent à votre question qui essayent d'y répondre sur est-ce que ça change les choses ou pas. Voilà. Je pense que ça sera à faire ensuite, mais c'est vrai que moi, je ne m'y suis pas encore... Ouais, on a besoin que l'INSEE fasse ça, par exemple. Ce serait vraiment nécessaire pour qu'on puisse avoir un état des lieux de la France, en fait. Alors moi, ça n'a aucune valeur statistique. J'ai quelques patientes lesbiennes et effectivement, ce qui joue souvent dans la répartition, justement, c'est plus genré. C'est plus une question soit de savoir-faire, soit de disponibilité qui va faire que l'une ou l'autre va cuisiner. D'ailleurs, ça me fait penser à un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué. C'est toute la pression que l'homme peut faire sur la façon dont la femme mange par rapport au fait qu'elle maintienne son poids. C'est-à-dire les hommes qui sont extrêmement jugeants sur la silhouette de leur femme et je veux avoir une femme mince et donc je vais juger sa façon de manger et lui mettre de la pression. Oui, merci. Je me permets de réagir parce que franchement, vous êtes en général plus jeune que moi, puis j'ai l'impression de retourner aux années 68, que rien n'a évolué et que la femme, elle intègre toujours qu'elle est responsable, qu'il faut qu'elle fasse la bouffe, qu'il faut qu'elle fasse des enfants. Mais déjà, quand on fait des enfants, elle doit se rendre compte que tant qu'on les fera pas en éprouvette, il n'y aura pas d'égalité. Il y a toujours les 9 mois de même maternité. En éprouvette, hein.
Oui, bah non, parce qu'en éprouvette, chacun peut s'en occuper, mais les 9 mois de maternité, si vous n'êtes pas d'éprouvette, vous les... Et tant que la bonne femme elle va se placer dans cette situation où elle est là pour reproduire, pour continuer, pour faire la bouffe, mais moi j'ai l'impression de retourner 40 ans en arrière. Rien n'a changé dans les têtes. Mais c'est la faute des hommes, pas des femmes. Non, c'est la faute des femmes, parce qu'elles intègrent leur rôle. Non, attendez, moi j'ai pas fait de môme, je dépends pas de tout ça. Je me sens pas du tout, dans tout ce que vous racontez, je me sens pas concernée. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc où on continue, on a l'impression que il n'y a rien qui change dans les têtes. On est encore là à faire la bouffe. Mais bon sang, quand on ne fait pas tout ça, quand on ne fait pas de gamin, même si on est avec un mec, on peut parler d'autres choses. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes. On ne se prend pas la tête sur on mange des patates ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je vais ressortir d'ici démoralisée en me disant que les nanas n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé. C'est pas les nanas, c'est la société. C'est la société qui ne change pas, là. On va pas oui, mais la les société, elle va changer quand les femmes vont dire non, je n'en veux pas de ça, je le ferai pas. C'est pour ça qu'on parlait de résistance. La résistance, il a commencé à faire 3 mots, je veux dire, la résistance, elle est foutue. Voilà. Après, si je peux donner une petite lueur d'espoir, je l'ai quand même dit, j'ai l'impression... Alors voilà, c'est plutôt des catégories socio-professionnelles supérieures que moi j'ai observées. Mais en tout cas, oui, chez les jeunes générations que moi j'ai observées, qui ont aujourd'hui entre 20 et 30 ans, et comme je disais, c'est moins caricatural que ce que j'ai pu lire. Quand même. Et là, quand je dis ça, voilà, ce que je vais avoir un seul couple, enfin, comment dire, je vais avoir un couple où il y a la femme qui prend totalement en charge l'alimentation et aucun couple où l'homme prend totalement en charge, certes, mais j'ai aussi beaucoup de couples où en réalité les deux participent. Donc voilà, petite lueur d'espoir. Je pense quand même que chez les jeunes générations, en tout cas, il y a une volonté de changement. Il y a un souhait. Après, c'est plus... voilà, là, on a décortiqué toutes les résistances à ce changement, qui sont à la fois des normes et des mécanismes intériorisés. Mais je pense que ça bouge quand même, en tout cas, dans les souhaits. Après, il faudra voir, effectivement, l'arrivée des enfants, qu'est-ce que ça donnera pour cette génération-là. Séverine, tu voulais répondre ou pas ? Non, c'est bon. Non, mais c'est pour ça qu'une des pistes, ça peut être ne pas cohabiter ou ne pas se mettre en couple. Le couple, c'est pas l'alpha et l'oméga. Hein. Dans la vie, il y a d'autres gens qu'un conjoint et une conjointe. On peut aussi devenir lesbienne. Hein, voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Mais non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, dans les pistes de sortie, effectivement. Oui, ça arrive, le micro, 2 secondes. Oui, alors là, bon, je vais aller jusqu'au bout de ce que je pense. Je vais peut-être entendre des cris des participants. Mais alors moi, ce qui m'étonne de ma génération, quand même 68 un peu MLF, c'est que maintenant, même les gens qui sont homo veulent des enfants. C'est un autre débat, ça. Après, oui, non, mais c'est un autre débat. Mais alors pour moi, si vous voulez, la contrainte sur la vie en général, c'est bien ça. C'est à partir du moment où on se transforme en parent, donc avec des normes, des responsabilités. Je veux dire... Dans l'état actuel du monde, du nombre de personnes sur Terre, que ce soit la préoccupation de 99,9% des adultes, il ne faut pas se plaindre que la société ne change pas. On vit toujours de la même façon. C'est-à-dire, je suis d'accord avec vous. Moi, je travaille beaucoup à essayer de rendre aux femmes leur liberté, c'est-à-dire la liberté de choisir ce qu'elles veulent et de se libérer justement de toutes les normes sociales de la société. Donc, choisir ce qu'elles veulent par rapport à l'alimentation, par rapport à leur vie, par rapport aux enfants, etc. Donc, je pense que c'est très important et voilà, la question de la liberté. Il y a effectivement des femmes qui découvrent quand elles sont en couple avec un homme cisgenre et qui pensent que leur homme il est super et que lui il sera mieux que les autres, et quand ils ont un enfant, elles découvrent que non, il n'en fait pas plus que le voisin, et que voilà. Mais on a envie d'y croire parfois que ça se passera mieux chez nous que chez la voisine, mais voilà, ça se heurte à la réalité. Après, chacune a l'envie de faire des enfants ou pas, en avoir ou pas. Mais en ayant conscience que effectivement l'arrivée de l'enfant, c'est l'arrivée d'injonctions, en tout cas de la grossesse déjà, l'arrivée d'injonctions supplémentaires, d'un taf peut-être supplémentaire. Bon, après moi je préfère pas culpabiliser les femmes et culpabiliser un système, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions ? Bonjour. Bonjour, c'était par rapport à la charge mentale féminine. En fait, j'ai l'impression, donc je fais le même métier qu'Ariane, j'ai l'impression que toutes les femmes, et peut-être j'en fais partie, ne sont pas totalement prêtes à lâcher
leur charge mentale. C'est un rôle aussi peut-être, parce que celles de mes patientes qui me disent, et j'ai des collègues diététiciennes pareil, qui me disent « moi j'ai de la chance à la maison, c'est pas moi qui cuisine, c'est mon mari qui cuisine », quand elles me le disent, elles en portent une culpabilité. Elles n'assument pas pleinement le fait de ne pas porter la charge de la cuisine à la maison. Et je trouve ça assez étonnant, probablement symptomatique de notre société et en lien avec ce que disait Madame, l'évolution de notre société. Je trouve ça super intéressant de débattre aussi sur quel regard nous, les femmes, on porte là-dessus et sommes-nous prêtes à la lâcher, cette charge mentale ? Je pense que c'est effectivement, après c'est une question qu'on peut débattre avec les personnes qui ont cette difficulté-là, c'est-à-dire de quoi elles ont peur en lâchant ça. Est-ce qu'elles ont peur justement du regard des autres? Est-ce qu'elles ont peur de mal manger? Est-ce qu'elles ont peur de lâcher une forme de pouvoir peut-être sur quelque chose? Enfin, je pense que c'est des choses qu'il faut essayer d'élucider avec la personne. On n'a pas de pouvoir dans une autre sphère et qu'on a le pouvoir qu'à la maison, entre guillemets, peut-être que c'est aussi une manière d'en avoir un peu, d'avoir une autorité qu'on n'aurait pas ailleurs. Je pense que c'est aussi effectivement une piste à prendre en compte. Oui, ou quand on n'a pas confiance en soi dans d'autres sphères, parce que là, vous avez beaucoup parlé de culpabilité, et j'ai repris aussi le terme, mais il y a aussi, à l'inverse, l'autre face, qui est que c'est un rôle social valorisant que d'être en charge de famille, et de se prendre en charge sa famille, s'occuper d'elle, prendre soin d'elle. Et ça peut être une façon de se valoriser, en fait, je pense, qui est prise par certains, et c'est beaucoup certaines. Oui, et puis il y a aussi le fait que l'homme parfait qui cuisine, qui prend en charge toutes les tâches liées à la cuisine, sans jugement, sans rien demander en échange, sans jugement, etc., il n'est pas très fréquent, c'est-à-dire qu'il y a l'homme qui va... les rares fois où du coup il va laisser sa compagne cuisiner, la critiquer parce qu'elle ne fait pas aussi bien que lui. Il y a l'homme qui va prendre tout son temps pour faire à manger et on va manger à 22h30 parce que lui il s'éclate à faire un truc super compliqué en cuisine. Donc je ne veux pas du tout généraliser, mais effectivement l'homme a peut-être plus de prétention aussi que la femme des fois quand il prend en charge la chose culinaire. Et après c'est nous qui nettoyons la cuisine parce que c'est le bordel. Voilà. Ou bien ils pensent pas au reste, ou bien ils pensent pas, voilà. Sauf le barbecue, c'est vrai. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi j'aurais une anecdote du coup à rajouter pour corroborer ce que disait la dame en fait sur apprendre à cuisiner aux enfants quand ils sont petits. Ils adorent tous. Moi j'ai été scout et j'ai été chef scout par la suite et du coup j'étais en charge pendant une semaine de petits de 8 à 11 ans. Et en fait, toutes les tâches vaisselle, cuisine, c'est pas forcément les tâches qu'ils vont détester tout de suite, parce qu'en fait, à la fin de la semaine, on fait un petit bilan, on leur demande ce qu'ils ont fait, et en fait, pour la première fois, j'ai fait à manger, ou pour la première fois, j'ai fait la vaisselle. Et du coup, en fait, je pense que... Alors, ça m'intéresse l'école domestique, l'école comestible, mais est-ce qu'une solution, ce serait pas en fait d'apprendre à cuisiner à tout le monde, pour que finalement, en fait, il n'y ait plus l'excuse, je ne sais pas faire à manger, je ne sais pas comment bien manger. Et je regarde sur ma propre fratrie, je suis la seule fille. Mes frères sont les deux qui sont allés au scout et qui ont appris à faire à manger petit. Ils savent cuisiner et quand on est dans la semaine, si j'ai pas envie de faire à manger, ils peuvent le faire. Donc, ça marche. Oui, c'est une éducation qui doit commencer assez rapidement. Oui, après ça ne résout pas le problème du passage à la cuisine quotidienne ou la vaisselle quotidienne permanente qui du coup devient plus drôle du tout, en fait, plus intéressante. Et je pense, c'est aussi pour ça que moi je me posais la question, la grande implication en cuisine que j'observais chez certains hommes, dans quelle mesure est-ce que c'était lié à cette période de découverte et de début de la vie adulte, c'est cool d'apprendre à se gérer soi-même, c'est valorisant de se gérer soi-même et de gérer l'alimentation de sa partenaire en plus. Donc l'aspect découverte, à mon avis, jouait beaucoup. Et on peut vraiment se demander, 10 ans plus tard, est-ce que c'était pas surtout ça qui les a poussés à ce moment-là à faire. Donc ça ne résout malheureusement pas le problème
Mais hier, il y a quelqu'un qui parlait de redonner de la valeur aussi au fait de cuisiner, enfin donc il y a ça aussi, d'en faire un moment qui soit agréable en soi, en partageant. Moi, je vois les gens qui se mettent à cuisiner à deux, qui du coup en profitent pour discuter, etc. Enfin, ça se passe mieux. On a rigolé tout à l'heure sur le batch cooking. Donc le batch cooking, c'est pas du tout la panacée, parce que passer son week-end à cuisiner, c'est pas forcément ce dont on a envie. Mais faire des trucs en plus grosse quantité pour en congeler, déléguer un peu certaines choses. Enfin, il y a quand même plein de façons à imaginer pour justement sortir de cette routine de cuisiner tous les jours, qui, je crois, est quand même un peu le problème. Oui, mais c'est vrai que voilà, c'est la corvée versus le plaisir, les repas hors quotidien qui sont le barbecue, recevoir des amis, qui est un repas plaisir. Mais oui, après, on a aussi des études de terrain sociologiques où on voit on parlait des parents divorcés, on voit aussi qu'on a des pères qui vont, dans les couples hétérosexuels, on a des pères qui vont faire à manger avec leurs enfants le week-end. Du coup, c'est détente, quoi. On va faire des crêpes, on va faire un gâteau, on va faire des pizzas, un atelier pizza pour le soir. Mais encore une fois, voilà, c'est pas la corvée, on rentre pas du taf, on est samedi soir et c'est plus tranquille, quoi. Donc il y a aussi cette idée-là, et on le voit aussi dans les chiffres, hein, les études qui ont été faites aussi sur des enquêtes qui ont été faites sur des couples hétéros, où les hommes, quand ils cuisinent, voient plutôt ça comme un plaisir et les femmes beaucoup plus comme une corvée. Là, c'est quand même assez évident dans les chiffres que les femmes le considèrent vraiment. Et on peut prendre plaisir à un truc et que ce soit une corvée quand même. Voilà, on peut aimer cuisiner, mais cuisiner tous les jours, c'est quand même super relou. Il nous reste 1 minute. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Eh bien... Ah, il y a une personne tout au fond. Et après, Kylian, je te laisse la scène. Ah non, pas de scène. Je ne sais pas si vous avez vu le film La part des autres, qui est sorti dans plusieurs endroits et qui a été diffusé par des associations qui, comme la mienne et tant d'autres, ont mis en place des initiatives justement pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans différents quartiers, notamment le Sanitas à Tours, avec le Centre social pluriel et plusieurs associations, dont l'Intermède qui se situe rue de la Fuye et qui est une structure qui accueille que les femmes et les enfants en difficulté. On a mis en place en effet des ateliers pour lutter contre le gaspillage alimentaire, pour montrer aux enfants et aux familles qui arrivent comment on peut cuisiner certains légumes qu'ils ne connaissent pas, des légumes anciens entre autres. Et en effet, ça c'est une initiative qui s'est aussi beaucoup développée au Luxembourg, comme en France, dans beaucoup d'endroits où il y a des collectes qui sont mises en place. Moi, dans le cadre de ma coopérative France Journal Luxembourg, c'est ce qu'on va mettre en place à Tours pour qu'on ait une sorte de maison relais qui va permettre de développer ce genre d'initiative intergénérationnelle et également auprès des jeunes, puisqu'en effet, on s'aperçoit que l'éducation à l'alimentation, ça s'apprend dès le départ, mais ça se maintient tout le long de la vie, et que pour les jeunes, en effet, il y a vraiment besoin de les sensibiliser pour une meilleure alimentation et pour qu'ils ne tombent pas dans les dérives que certains tombent. Comme dirait la chef Chloé Charles, c'est bien de faire des porte-clés lumineux en cours de techno, mais ce serait bien aussi d'apprendre aux enfants à se nourrir. Voilà, eh bien, merci, je vous remercie toutes. Angèle, merci. Ariane, Séverine, c'était passionnant. Merci à vous. Merci. Je voulais donner la parole à une dernière personne qui n'a pas pu être parmi nous. C'est tout simplement, merci madame de m'avoir donné l'occasion, je ne pensais pas du tout, c'est tout simplement Simone de Beauvoir, pour revenir à nos années 68, qui nous disait dans Cérémonie des adieux en 1980, une année importante pour la culture gastronomique, vu qu'un ministre de la Culture prenait ses premières marques et arrivait par la suite à valoriser la gastronomie potentiellement à l'UNESCO. 1981, Cérémonie des adieux, il nous disait tout simplement, toute nourriture est un symbole. Et derrière cela, n'oublions pas que la nourriture est là pour nourrir notre corps et notre esprit. Je crois que pendant 2 jours, on est désolé, on a essayé de plus nourrir votre esprit que votre corps. Pour le reste, les commerces de Tours ont essayé de nourrir votre corps. Et quant au symbolique, je remercie les intervenants parce qu'ils ont essayé de nous apporter des regards symboliques autant sur les objets, avec tout à fait l'objet du livre, qui est un symbole à part entière, les symboliques rituels, les symboliques pratiques et tout ce qui peut être de choix alimentaires qui ont été des moments particuliers. Et je ne dirais pas que ces 2 journées sont un symbole à elles-mêmes, parce que les événements qui parlent du genre alimentaire ou de l'alimentation dans le genre et vice-versa, finalement, je me suis aperçu sur Internet qu'on n'était pas les premiers à avoir cette idée. Mais j'espère malgré tout que ces 2 journées auront été une petite pierre dans un édifice qui, comme l'a dit une élue à l'ouverture,
donnera l'occasion peut-être dans un certain nombre d'années de ne plus avoir besoin de faire ce type d'événement parce qu'on aura enfin régulé les problèmes de parité et tous les autres sujets problématiques que nous avons évoqués. Donc pour cela, non seulement je remercie tous les intervenants pour le débat qu'ils ont pu amener, car le débat est un élément important, hein, c'est ce qui crée la communication entre nous, la communication, élément rationnel où la racine est le mot commun, cet élément qui nous crée un partage entre nous. Le but même d'un repas, c'est de partager. Le but même des rencontres, François Rabelais, c'est de créer du partage entre les individus, de se faire rencontrer, de communiquer entre eux. Ça fait 3 fois que je dis le mot communiquer. C'est pas pour rien, parce que l'année prochaine, normalement, on se retrouve autour d'une nouvelle thématique qui sera les médias culinaires, la communication autour de l'alimentation, les problèmes des fake news, l'Instagramisation, comment on doit utiliser TikTok pour transmettre une meilleure visibilité aux générations à venir d'une bonne alimentation. Donc, merci encore aux collaborateurs de l'équipe de l'UHCA, à tous les partenaires des lycées hôteliers et lycées d'accueil. Merci particulier pour ma collègue Sylvie qui nous accompagne. Et puis merci aussi naturellement à vous, le public, sans qui j'aurais pas de boulot à faire dans l'année. Donc à l'année prochaine. Merci.